Dernier chapitre, chapitre 23. Seule dans le clair-obscur d'une aube encore à naître, Kira descendit au jardin des couleurs, le jardin créé pour elle avec tant de soin. Là, tapotant avec douceur la terre autour des racines humides, elle planta la guêde, recueillisant les feuilles fraîches à la première floraison. Elle répéta les mots qu'Annabella avait prononcés. Et n'oublie pas, de la bonne eau de pluie pour un beau bleu. Kira prit, dans un bidon provenant de l'atelier, de la bonne eau et en imprégna abondamment le sol autour des plantes fragiles. Beaucoup de temps s'écoulerait avant la première floraison. Elle ne serait plus là pour recueillir les feuilles de la guêde. Après avoir arrosé les plantes, elle s'assit, genoux au menton, et se balança d'avant en arrière et d'arrière en avant. Le soleil commençait à poindre. Elle voyait une lueur rose pâle s'élever lentement à l'orient du ciel. Le village était encore silencieux. Elle essaya de se concentrer pour y voir clair, mais rien ne semblait avoir de sens. Tout restait incompréhensible. La mort de sa mère, une maladie soudaine, violente, un cas unique. Cela n'arrivait quasiment jamais. D'ordinaire, la maladie frappait le village tout entier et beaucoup étaient emportés. Et si sa mère avait été empoisonnée? Mais pourquoi? Parce qu'il la voulait, elle, Kira. Pourquoi? Pour pouvoir s'emparer du don qu'elle avait, son talent magique de brodeuse. Et Thomas, ses parents eux aussi, et ceux de Joe. Pourquoi? Pour s'approprier leurs dons à tous les trois. Avec un sentiment de désespoir, Kira regarda le jardin dans la lumière de l'aube naissante. Les plantes bougeaient et scintillaient au vent léger, quelques-unes avaient encore les fleurs du début de l'automne. La guêde avait donc fini par se joindre aux autres, plantes pour lui donner le bleu qu'elle avait si passionnément désiré. Mais quelqu'un d'autre récolterait les premières feuilles. Non loin de là, son père dormait, rassemblant ses forces pour le voyage de retour à la recouvrance, ce village où les gens vivaient en harmonie. Christopher et elle s'enfuiraient ensemble, abandonnant pour toujours le seul monde qu'elle eût jamais connu. Elle se réjouit à la pensée du voyage. La sordide misère et le vacarme qu'ils laisseraient derrière eux ne lui manqueraient certes pas. Mais je me languirais de Matt et de son espièglerie, pensa-t-elle avec tristesse. Et Thomas, si sérieux, si dévoué, il me manquera lui aussi. Et Joe. Elle sourit en songeant à la minuscule chanteuse qui avait salué la foule avec tant de fierté au grand rassemblement. C'est alors qu'un souvenir lui revint. Dans la confusion et l'excitation provoquée par l'arrivée de son père, il avait disparu. Et voilà que ressurgissait l'exacte et horrible vision. Un cri étouffé lui échappa. Le cliquetis assourdi qui l'avait tant intriguée pendant la cérémonie. Elle l'entendait encore, presque aussi nettement. Un bruit de métal qu'on traîne. Dès le début de la seconde partie du chant, au hasard d'un coup d'œil, elle en avait compris l'origine. Puis, vers la fin, après avoir répondu au vivat de la foule, Joe, elle avait déjà bondi joyeusement en bas de la scène, le chanteur s'était apprêté à descendre. En haut des marches, il avait soulevé légèrement la robe et, de sa place à l'extrémité de l'estrade, Kira avait vu ses pieds nus, monstrueusement déformés. Ses chevilles, couturées de cicatrices, étaient beaucoup plus abîmées que le visage de son père. Elles étaient couvertes de croûte et de sang coagulé. De minces ruisseaux de sang frais et brillant coulaient sur ses pieds, provenant d'une chair à vif toute gangrénée et purulente à l'emplacement des anneaux de cheville qui l'enchaînaient. Entre ces anneaux qui traînaient pesamment, tandis qu'il descendait avec lenteur de la scène, il y avait une chaîne. Puis, il avait laissé retomber les pans de la robe. Elle ne vit plus rien. Peut-être avait-elle été victime de son imagination. Reste qu'en le regardant marcher, elle avait entendu la chaîne racler le sol et aperçut derrière lui une sombre traînée de sang. Se rappelant cette scène, Kira brusquement comprit tout. C'était une évidence aveuglante et si simple. Tous les trois, la nouvelle petite chanteuse destinée à remplacer un jour le chanteur enchaîné, Thomas, le sculpteur, qui avec ses outils si précis écrivait l'histoire du monde, et enfin elle, Kira, qui enluminait cette histoire, étaient les artistes capables de créer le futur. Kira le sentait jusqu'au bout de ses doigts, ce pouvoir qu'elle avait de torsader et d'entrelacer les fils de couleur pour créer des scènes d'une étonnante beauté, comme celle qu'elle avait réalisée seule avant d'être chargée de restaurer la robe. Thomas lui avait dit qu'un jour, il avait lui aussi sculpté dans le bois des objets surprenants qui semblaient prendre vie entre ses doigts. Et elle entendait encore l'envoûtante mélodie si pure,
que la petite fille avait chanté de sa voix magique, dans la solitude de sa chambre, avant qu'il ne la force à chanter leur propre chant. Les seigneurs aux sévères visages n'avaient aucun pouvoir créateur. Mais avec leur force et leur ruse, ils avaient trouvé le moyen de dérober et de dompter les puissances créatrices des autres pour les mettre à leur service. Ils contraignaient les enfants à décrire le futur qu'ils souhaitaient, eux, et non celui qui aurait pu être. La jeune fille regarda le jardin qui remuait et frissonnait dans son sommeil. Elle vit la guêde, fraîchement plantée, blottie là où elle l'avait déposée avec précaution, tout près du gaillet. Elle la vit qui commençait à s'apprivoiser. La plupart du temps, avait dit Annabella, en la décrivant, elle fleurit une seule fois et meurt. Mais il arrive qu'on trouve une petite pousse encore en vie. C'étaient ces petites pousses vivantes qu'elle avait plantées et Kira, quelque chose le lui disait, était intimement persuadée qu'elle survivrait. Mais elle avait une autre certitude, et lorsqu'elle en prit conscience, assise dans l'herbe humide, elle se releva et s'en fut trouver son père pour lui dire qu'elle ne pourrait être ses yeux, qu'elle devait rester. Matt serait donc le seul à accompagner Christopher. Tard dans la soirée, ils se rassemblèrent à l'entrée du sentier sinueux qui s'éloignait du village, passait devant la friche d'Annabella et continuait encore et encore pour s'arrêter, après des jours, au village de la recouvrance. Matt caracolait comme un petit cheval, impatient de commencer le voyage et fier de son rôle de guide. Quant à Branche, très impatient lui aussi de partir à l'aventure, il se baladait, la truffe au vent, flairant tout ce qui pouvait être flairé. « Sûr que je vais te manquer affreux, » confia Matt. « Je serais peut-être parti un bon bout de temps, cause qu'ils voudront peut-être que je reste. » Il se tourna vers Christopher. « C'est vrai qu'ils ont toujours plein de choses à manger, pour les visiteurs et les petits chiens. » Christopher acquiesça avec un sourire. Alors Matt attira Kira tout près de lui pour lui chuchoter à l'oreille. « C'est que tu peux pas avoir un petit mari à toi à cause de cette affreuse boiterie que t'as, » dit-il à voix basse comme pour s'excuser. « Ce n'est pas un problème, » répondit Kira désireuse de le rassurer. Mais il tira sur sa manche, avide de continuer. « Je voulais te dire, ces autres gens, les tout cassés, eh bien, ils se marient. J'ai un garçon là-bas, un bisyllabe, quasi le même âge que toi. Il était même pas cassé. Pareil, tu pourrais le marier, » ajouta-t-il solennel dans un souffle. « Enfin, si tu veux. » Kira l'embrassa. « Merci, Matt, » répondit-elle très bas. « Mais je ne veux pas. » « Ses yeux, ils sont d'un bleu comme t'en as jamais vu, » dit-il d'un ton d'importance, comme si cela pouvait tout changer. Mais Kira secoua la tête en souriant. Thomas avait apporté un baluchon contenant les provisions qu'ils avaient mises de côté et soigneusement empaquetées au départ du sentier. Il l'arrima sur le dos solide de Christopher. Ils se serrèrent la main. Kira attendait, silencieuse. Le père avait compris sa décision. « Tu viendras quand tu seras prête, » lui dit-il. « Matt fera les allées et venues. Il sera notre messager. Un jour, il t'emmènera. »« Un jour, nos villages feront connaissance, » assura Kira. « Je le sens déjà. » Et c'était vrai. Elle sentait le futur palpiter entre ses mains. Elle le sentait vivre dans les tableaux que ses mains brûlaient de créer. Elle sentait, à l'emplacement du dos et des épaules de la robe, l'espace vierge encore en attente. « J'ai un cadeau pour toi, » dit le père. Elle le regarda, intriguée. Il était arrivé les mains vides et n'avait pas quitté sa cachette depuis le premier soir. Et voilà qu'il déposait entre ses mains quelque chose de doux, quelque chose qui était doué d'un pouvoir de consolation. Elle ne pouvait pas voir dans les ténèbres ce que c'était, mais elle le devinait au toucher. « Des fils ?» demanda-t-elle. « Un paquet de fils ?» Le père sourit. Je suis restée assis seule des heures et des jours en attendant de pouvoir rentrer chez moi. J'ai eu du temps, et mes mains sont très habiles parce qu'elles ont appris à faire des choses toutes seules sans rien y voir. Morceau après morceau, fil après fil, j'ai détissé ma chemise bleue, expliqua-t-il. Le garçon m'en a trouvé une autre. Chippée, plutôt, déclara Matt, fier de son sens pratique. Ainsi, poursuivit Christopher, tu aurais des fils bleus en attendant que tes plantes renaissent. Adieu, murmura la jeune fille en embrassant son père. Dans l'obscurité, elle regarda l'homme aveugle, le jeune transfuge et le chien à la queue tordue s'éloigner sur le sentier.
et lorsqu'il lui fut impossible de le distinguer encore, elle tourna le dos pour s'en revenir à tout ce qui était en attente. Le bleu s'amassait dans le creux de sa main, et elle le sentait frémir, comme s'il avait reçu le souffle de vie, comme si, pour lui, la vie commençait.